Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France confinée, appelons-la comme ça. Place aux actus qui font bouger la France. Est-ce qu'on va le supporter, ce confinement, ce nouveau confinement, en direct sur Sud Radio avec nous? Tom Conan, bonsoir à vous. Bonsoir. Et artiste, écrivain, auteur du livre Radical, c'est publié chez Albin Michel. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec la première vraie voix qui fait bouger la France et qui est confinée depuis chez elle. C'est Corinne Tapiro qui est conseillère Les Républicains, conseillère d'arrondissement Les Républicains à Paris. Vous l'entendrez dans quelques instants. Ça y est, elle est revenue. Comment se passe ce premier confinement, Corinne ? Écoutez, c'est comme pour tout le monde une nouvelle assez compliquée dans la mesure où on a des difficultés à s'organiser parce que on ne sait pas quels commerces sont réellement ouverts, quels commerces sont fermés. Il y aura toujours des courses de première nécessité à faire. Et par exemple, pour moi, acheter un livre, c'est une course de première nécessité. Oui, par exemple. Et effectivement, c'est la polémique de la journée. Les libraires devaient fermer. Double colère aujourd'hui des libraires puisqu'on apprenait que la Fnac allait rester ouverte. Et aujourd'hui, décision du gouvernement, la Fnac sera ouverte, mais les rayons livres seront fermés pour ne pas faire de concurrence déloyale. En revanche, effectivement, Amazon, pour l'instant... commerce, ça fait partie effectivement de beaucoup d'incohérences. Quoi qu'il en soit, revenons sur les termes du sujet. Que pensent les Français, d'après les dernières enquêtes, de ce confinement? Si on regarde malgré tout, d'après les derniers sondages, notamment un sondage Odoxa Densu Consulting pour le journal Le Figaro, 85% des Français approuvent l'incitation au télétravail avec possibilité pour certains salariés de se rendre au travail. C'est-à-dire que 85% des Français approuvent la souplesse de ce nouveau confinement. Vous êtes 76% d'entre vous, en tout cas, à approuver le maintien des services publics et des transports publics. C'est la nouveauté de ce confinement bis, saison 2. Vous êtes 73% à approuver la fermeture des universités, 70% à approuver la possibilité, alors sous un protocole sanitaire très strict, de rendre visite à vos proches dans les EHPAD. Effectivement, ça avait été un crève-cœur pendant le premier confinement. Bon, alors on est tous un peu partagés parce que ce confinement-là, quand vous sortez dans les rues des grandes villes, si vous êtes à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, n'importe où, il y a beaucoup de monde dans les rues. On n'a pas l'impression que ce soit un premier jour de confinement. Tom Conan peut le confirmer. Ouais, je confirme complètement. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi j'étais pas mal sur Paris et j'ai constaté dans plusieurs quartiers centraux et moins centraux même d'ailleurs que effectivement c'était presque aussi plein qu'un jour normal. Bon, après, c'est vrai que ça fait quand même tellement des mois maintenant qu'on est dans ce contexte compliqué que bon voilà, la comparaison est peut-être pas forcément très récente, mais tout de même. Mais après, c'est vrai que si jamais ça peut vraiment continuer et être efficace de cette manière-là, tant mieux, parce que honnêtement, c'est vrai que ça limite quand même beaucoup moins ça limite moins les déplacements et donc les contraintes sont quand même moins fortes et donc plus facilement applicables et acceptables aussi par la population. C'est vrai. Alors, une première date butoir a été annoncée par le président de la République. Réexamen de la situation et notamment de la transmission du coronavirus qui, je le rappelle, doit tomber à 4000 contaminations par jour. On en est loin, c'est 10 fois plus aujourd'hui. Ouais. Dans 15 jours, on saura si certains commerces, notamment de proximité, peuvent rouvrir. Ça tombe bien parce que ce sont ceux qui sont le plus en difficulté. Et c'est aussi ceux dont une majorité de Français désapprouvent la fermeture. 52% des Français s'opposent à la fermeture des commerces dits non essentiels. Vous l'avez dit vous-même, Corinne, une librairie pour vous c'est essentiel. Oui, et puis alors un tout petit mot justement sur ce que disait à très juste titre Corinne. Donc il y a François Bunel qui s'occupe notamment de la grande librairie sur France Télévisions, qui est un peu quand même l'un des symboles, l'un des porte-voix quand même du secteur du livre de manière générale pour les auteurs, les maisons d'édition, les lecteurs, etc. Et les écrivains comme vous. Les écrivains, effectivement, mais pas uniquement donc son émission. Il a relayé cet appel vraiment à soutenir les librairies. Donc moi je le relais en tant que aussi représentant maintenant de ce secteur. Et c'est vrai que ce qui est très difficile, c'est que moi je vois très bien, pour après connaître maintenant les arcanes de ce secteur, qu'est-ce qui se passe dès que les librairies sont fermées. Alors peut-être que les gens iront à la Fnac, je ne sais pas, très bien. Mais sinon, évidemment, c'est très bien que les gens achèteront en ligne. On sait qu'il y a dans les pourcentages actuellement, dans les sondages, 65% à peu près des Français qui devraient faire leurs courses de Noël en ligne. Alors moi, je suis très favorable à ça dans le principe, si ça peut être efficace par rapport, je veux dire, à la distanciation sociale, etc. Mais si effectivement c'est pour favoriser uniquement les géants du net, dont nous ne sommes pas, parce qu'il faut quand même qui ne sont pas français en tout cas. Moi, ce que je comprends pas en plus, c'est
même pour le secteur du livre, que je ne vais vraiment pas attaquer, bien au contraire, puisque je viens de le défendre, mais je ne comprends pas que, honnêtement, on n'ait pas plus de plateformes mises en avant, alors que ce n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Je veux dire, toute l'infrastructure logistique, on l'a largement, hein. Il y a les distributeurs, etc., qui sont tout à fait présents. On ne dépend pas, comme on pourrait croire, d'Amazon ou de n'importe quelle entreprise. Absolument. Mais en revanche, je sais que c'est pas assez mis en avant. Et par exemple, même un truc très bête. Aujourd'hui, 80% des gens à peu près sur Internet utilisent leur téléphone. L'usage d'Internet, beaucoup se fait par téléphone. Et vous savez ce qu'on appelle un terme responsive, ça veut dire quand ce jargon, alors ça vous vaudra un gage. Allez-y. Ça veut dire en fait que quand vous ouvrez au téléphone, le site sur lequel vous allez, n'importe lequel, hein, une boutique, un média, etc., est adapté à votre écran. C'est le responsive. Voilà. Et c'est très important dans l'usage, ce qu'on appelle le UX, User Experience. Et en fait, ça peut paraître un détail, mais aujourd'hui, vous regardez un grand nombre de boîtes, y compris dans l'édition, etc. Vous regardez les sites, alors que franchement ça met une demi-heure à mettre en place un site adapté à l'écran, ils sont pas encore à jour, et ça fait quand même 8 mois qu'on aurait quand même pu faire un petit effort. Donc à un moment donné il y a quand même un vrai problème là-dessus aussi. Je donne aucune leçon, mais à un moment donné ça prend 2 heures. Ça coûte 150 € d'investissement. Il faudrait quand même faire 2-3 efforts. Encore faut-il les avoir, mais c'est pour vrai. Pas louper le coche quand même. C'est vrai. Ça fait partie de toutes ces questions, en tout cas, qu'on peut se poser. Notamment, on va revenir sur les conséquences économiques de ce confinement qui sont et seront de toute façon dramatiques. Ça, on en parlera dans quelques minutes avec vous tous les deux. Au-delà de ça, Corinne, parlons de la consommation. Vous le disiez, vous avez du mal à savoir qui est ouvert, qui ne l'est pas, qui est essentiel, qui ne l'est pas. Est-ce que vous-même, en tant que consommatrice, eh bien, le premier confinement a changé durablement certaines de vos habitudes? Pas vraiment, parce que moi je n'achète pas sur Internet. Vous ne l'avez pas fait pendant les 2 premiers mois? Non, jamais. Je vais dans les commerces de proximité, plus particulièrement sur les marchés découverts, et tous les commerçants chez qui je vais sont à proximité de chez moi. Voilà. Ce qui a pu changer, en tout cas depuis le confinement, c'est qu'effectivement, j'ai pris une fâcheuse habitude de stocker, si j'achète un paquet de pâtes, j'en achète 2. Vous voyez, jamais. Ce qui est un peu ridicule parce que finalement, les magasins sont ouverts et que ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à créer d'autres besoins, des placards supplémentaires, etc. C'est la seule chose qui a changé chez vous. Je n'ai pas changé mes habitudes. Parce que c'est une inquiétude, notamment de beaucoup de spécialistes de la consommation, c'est que la consommation change durablement. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes habitué à commander facilement sur Internet quelque chose, mais vous avez moins de raisons d'aller physiquement dans la boutique dans laquelle vous alliez auparavant. On continue à parler de ces conséquences de ce confinement, saison 2, ce reconfinement, ce deuxième confinement qui doit durer au moins jusqu'au 1er décembre, mais peut-être beaucoup plus loin, on en parlera après. Avec vous deux, Corinne Tapiro, conseillère Les Républicains d'arrondissement à Paris, et Tom Conan, artiste et écrivain. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix qui font bouger la France confinée, hélas pour elle, au moins jusqu'au 1er décembre et peut-être plus puisqu'Emmanuel Macron nous a prévenu. La sortie de crise, c'est l'objectif de garder l'espoir de fêter Noël en famille. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais effectivement, il n'est pas encore acquis qu'on soit déconfiné pour Noël. On verra bien ce qui arrivera. Est-ce que les Français vont le supporter, ce deuxième confinement? On en parle avec Tom Conan et Corinne Tapiro. On parlait de ces habitudes de consommation qui avaient changé, notamment avec ce premier confinement. Regardez par exemple une industrie mais qui a été sinistrée, c'est celle des cinémas. Quand vous avez encore plus de Français, y compris ceux qui n'avaient pas l'habitude de télécharger mais qui peuvent plus aller au cinéma, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont malgré tout sur Internet. C'est peut-être pas votre cas. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même qu'il y ait tout des pans de notre économie qui disparaissent durablement après ce deuxième confinement? Je pense par exemple, je sais pas, le maréchal Ferrand, il était très utile, il a disparu avec la voiture. Est-ce que maintenant que tout le monde a découvert le téléchargement en quelques clics, les cinémas vont disparaître, les librairies vont disparaître? Je ne pense pas que ce soit ça qui va disparaître. Excusez-moi, je ne pense pas que ce soit ce seul fait qui va faire disparaître les cinémas. C'est la crise économique que tous les commerçants qui sont fermés à répétition est en train de subir. Cette crise économique, elle sera durable et beaucoup auront du mal à se relever. Parce que quand on connaît les loyers, notamment dans les grandes villes, je pense à toutes les salles de sport qui ont besoin de louer des espaces gigantesques, je pense même aux tout petits commerces, que ce soit les coiffeurs, les esthéticiennes,
je sais pas, il y a les fleuristes par exemple. Tout ça, ce sont des gens qui vont avoir des difficultés à se relever et ils vont fermer, pas parce que les clients iront sur Internet, mais parce qu'ils n'arriveront pas à faire face à ce que certaines charges fixes. Charges fixes. Alors, vous parliez des salles de sport. On sera, je le rappelle, en direct dans quelques instants avec Aurélie Plenex sur Bismart et Sud Radio, avec Arthur Benzaken, qui est le président de Ken Group. C'est un groupe de salles de sport. Et effectivement, c'est un de ses combats et de beaucoup d'autres entrepreneurs. C'est-à-dire que les charges sont repoussées, voire annulées. Les impôts, ça va. On est plutôt tolérant en ce moment. Il y a pas mal de choses et pas mal d'aides, mais les loyers, ils continuent à tomber. C'est un autre aspect, Tom. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ce qui est certain, c'est que dans les usages, il y a des transformations en cours, du fait, effectivement, à la fois des transformations numériques qui ont lieu depuis des années, et c'est accéléré, évidemment, par l'effet du confinement et de la distanciation sociale. Donc, c'est vrai que les plateformes vidéo qui remplaceront sans doute à terme les cinémas, mais c'est très triste, en tout cas en bonne partie. Les théâtres, leur sort est quand même compliqué, même si, évidemment, ça continuera à perdurer, mais peut-être sous une forme beaucoup plus embryonnaire. Et ensuite, pas mal de commerce, de retail, donc le commerce de détail, qui lui aussi, les livres ou les vêtements, etc., pourront également switcher en ligne. Il faut que j'arrête de faire les anglicismes, ça va devenir insupportable. Plus vous en faites, c'est que vous sortez de la Polytechnic School of London, manifestement. Mais je pourrais me foutre des claques, mais ça, je les accepterai volontiers. Ce que je veux dire, c'est que les usages, ils vont être modifiés, et en fait, on pourra jamais forcer les gens à modifier un usage si cet usage, évidemment, leur plaît bien, leur sied. Toutefois, je pense que après, il y a toujours un autre élément, c'est qu'en fait, il faut accompagner cette transition. En réalité, si demain, je parlais l'exemple des livres tout à l'heure, mais ça pourrait être vrai pour d'autres secteurs, le vêtement, la nourriture, etc. Demain, si on leur dit qu'il y a des plateformes françaises, locales, bio, avec des produits de qualité, etc., qui sont en ligne, mais qui sont vraiment dans les standards largement suffisants, qui correspondent à ce qu'on aurait dans un commerce de proximité, les gens iraient, et à la rigueur, quel est le problème? Non, mais fondamentalement. Et après, toutefois, ce qui restera, et ça j'en suis convaincu, parce que dans les usages, le numérique ne satisfait pas tout, c'est certain, on veut des expériences, comme on dit. De la même manière, quand on va dans un parc d'attractions, pour en citer un qui est à Marne-la-Vallée par exemple, ou dans plein d'autres, vers Poitiers, etc., Futuroscope, voilà. Par exemple, ça c'est des expériences. Aller au cinéma, aller au théâtre, c'est aussi une expérience. Et en fait ça, expérience sociale, expérience humaine, expérience directe. Au cinéma, par habitude, en général, vous captez plus le téléphone. C'est un des rares endroits où quand vous commencez un film, vous ne zappez jamais, vous ne lisez pas vos messages. Mais on peut pas tomber amoureux si on va pas au cinéma. On peut pas. C'est plus compliqué en tout cas si on va pas au bar, etc. Donc ce sont des expériences qui resteront, y compris après le confinement. Donc vous restez quand même optimiste. Bien sûr. Autre question que je voulais poser notamment à Corinne Tapiro, je le disais, vous êtes membre des Républicains, qui est plutôt un parti notamment libéral, en particulier sur les impôts. Est-ce qu'il n'aurait pas été logique de taxer exceptionnellement, pas forcément seulement Amazon, mais tout le e-commerce? Alors ça aurait fait augmenter effectivement le prix de tout ce que les Français achètent par Internet, mais on aurait pu dire, promis, juré, le montant de cette taxe ira directement aux autres commerces qui sont concurrencés par Internet et qui sont fermés de force. On n'aurait pas pu faire ça? Moi, je pense que ça, c'est une idée dont on peut débattre. Débattons-en, c'est pour ça que je vous la pose. Mais qui est, on le sait, totalement impossible à mettre en œuvre. Pourquoi? Taxer ces grands groupes, on sait très bien que c'est voué à l'échec. Pourquoi? On voit quelles sont les difficultés qu'on a pour leur faire payer plus d'impôts, pour leur permettre de payer leurs impôts en France. Donc je pense que c'est pas du tout la solution. Ouais, la vraie solution, c'était de réfléchir à un confinement qui ne leur donne pas une manne supplémentaire. Alors, moi, j'ai rien contre les GAFA en tant que tels, parce que je pense que ils font partie d'une certaine modernité, en tout cas, qui conviennent à un certain type de population. Ce genre d'achat en ligne ne convient pas à des gens qui ne maîtrisent pas l'informatique, qui n'ont pas de smartphone et qui sont pas très aguerris sur ces questions. Acheter ses légumes et ses fruits sur Internet, ça me fait toujours rire, parce que je vois pas comment on peut être inspiré par une salade en photo qui a rien à voir avec la salade qu'on vous livre. Bon, mais après c'est autre chose. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté qui fait qu'on est en train de perdre le lien social avec ce confinement. Et ça me paraît extrêmement dangereux. D'abord parce que les gens ne sortent plus, pas plus d'une heure, puisque c'est ce qui a été en théorie, imposé.
On voit souvent les personnes âgées faire leurs courses au moment où il y a toujours du monde dans les magasins. C'est super agaçant. Mais en réalité, c'est parce qu'elles recherchent dans ces moments-là une forme pas de convivialité, mais d'échange. C'est les moments où ils vont voir du monde. Donc, ils y vont quand il y a du monde, évidemment. Mais moi, je suis pas certaine que tout achat sur Internet, tout acheter sur Internet, ça soit l'avenir. Ça l'est sans doute. Mais pour moi, personnellement, non, mais là-dessus, ça changera pas pour vous. Je rejoins tout à fait Corinne. Encore une fois, c'est des expériences sociales, humaines qui sont irremplaçables. Néanmoins, encore une fois, pour l'instant, les contraintes, elles sont ici, elles sont quand même justifiées du point de vue du risque sanitaire qui est toujours très très caractérisé, et pas seulement en France, en Europe et dans une grande partie du monde. Et on ne sait pas pour l'instant encore quand est-ce que ça va se terminer. Donc il faut quand même un peu anticiper. Et j'ai envie de dire même, il faut être proactif, même si c'est vrai, cette expression scabreuse me gonfle un peu en elle-même. C'est un mot français déjà en progrès. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt l'idée un petit peu de fluidité, d'être agile. Je supporte pas cette idée que je trouve complètement sournoise. Toutefois, ce qui est important, c'est en fait de faire cette transition-là. En réalité, ce qui manque aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de petits commerces, par exemple, qui n'ont pas la compétence concrètement, parce qu'ils l'ont pas appris, ils n'ont pas eu l'opportunité, parce qu'il y a vraiment de cours là-dedans, tout simplement, même quand on fait des études, pour pouvoir lancer des plateformes, avoir un marketing en ligne, parce que c'est pas du tout la même chose que faire du marketing si vous êtes un commerce de proximité où il n'y a pas vraiment de marketing à faire. C'est difficile de changer de modèle quand votre commerce aujourd'hui, il faut accompagner, et je pense qu'effectivement, ce que vous disiez sur une taxe sur les GAFA ou sur d'autres sites de e-commerce, moi j'y suis très favorable, si en tout cas c'est possible en point de vue du droit européen, etc. En tout cas, si ça ne l'est pas, il faudrait le rendre possible, de façon à ce que cette manne puisse pas seulement servir de fonds pour donner de l'argent et distribuer, mais après derrière, il faut aussi faire en sorte que les gens soient encouragés justement à développer des compétences, et notamment ces petits commerces qu'il faut absolument sauver et soutenir pour faire vivre cette vie sociale, et qui puissent avoir justement ces doubles compétences, rester locaux et en même temps avoir une plateforme, etc., très efficace, qui puisse concurrencer les plus grands. Conséquences économiques à long terme, en quelques mots, Corinne Tapirots. Quoi qu'il en coûte, c'était le mot qui avait beaucoup surpris d'ailleurs d'Emmanuel Macron lors du premier confinement. L'État paiera, ça avait été martelé. Objectivement, si on regarde, on a des confinements beaucoup plus durs que beaucoup de pays, notamment que l'Allemagne. C'est vrai aussi que l'État français aide beaucoup plus ses entreprises, par exemple, ou ses commerçants, ou ses indépendants, que l'État italien, par exemple. Juste un exemple. Question, qui va payer tout ça à la fin, Corinne ? Et est-ce qu'on aura les moyens ? D'abord, c'est une excellente question. Donc, on dit que l'État français soutient énormément les commerçants et les chefs d'entreprise. Je pense qu'il y a un véritable affichage et une volonté, mais en tout cas, la machine ne suit pas derrière, parce que beaucoup de commerçants n'ont pas encore perçu les aides promises. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, il va falloir payer. Je ne pense pas que les aides qui avaient été promises par l'Union européenne aient été complètement votées à l'heure où on parle. Il reste encore tout un pan d'incertitude sur une grande partie qui est remboursable et qui ne va pas être une subvention ou un don, on l'appelle comme on veut. Donc ça, c'est une grosse difficulté, et il va falloir payer. C'est-à-dire qu'on n'a pas la maîtrise de la planche à billets aujourd'hui, mais aujourd'hui, on est en train de produire de la monnaie de singe. C'est-à-dire que on distribue, mais on ne sait pas à quel moment notre économie va s'effondrer. Alors justement, c'est vrai qu'il y a une incertitude très grande effectivement sur qui paiera réellement cette dette. Moi, j'ai quand même la conviction que ma génération et celle d'après, on va avoir cette épée de Damoclès et on va être esclavagisé par cette dette. Et je pense qu'assez rapidement, il va falloir quand même mettre en place le débat, peut-être à la fin de cette période très compliquée où effectivement il faut soutenir un débat peut-être sur une renégociation du montant de cette dette, pas une répudiation, pas une annulation. Mais je pense qu'économiquement, ça ne pourra pas être tenable. S'il y a une grande partie du budget de l'État qui va uniquement au remboursement des intérêts de la dette, qui est passé quand même de grosso modo 60% à quasiment 115% en quelques années. Quand on doit renégocier ses dettes, c'est qu'on est en faillite. Non, on ne sera pas en faillite, mais par contre, ça pourra être pertinent de façon à ce que les créanciers puissent quand même aussi avoir une partie de la monnaie de leur pièce. Et la suite au prochain numéro, et je n'ose pas dire au prochain confinement. On va garder l'espoir, les amis. A priori, c'est jusqu'au 1er décembre. Si on est sage et si tout se passe bien, peut-être que ce ne sera que jusqu'au 1er décembre. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Corinne Tapirots, conseillère Les Républicains d'arrondissement à Paris. Tom Conan, artiste, écrivain, auteur de ce livre. Tiens, achetez des livres, vous avez encore le temps, les amis, vous êtes confinés. Profitez-en. Des livres et pas que le mien. Et non, évidemment, mais le vôtre, en tout cas, il s'appelle Radical. C'est publié chez Albin Michel. La suite des vraies voix qui font bouger la France dans un instant. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Aurélie Planex reçoit Arthur Benzaken, président de Ken Group, un groupe de salles de sport. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on trouve un moyen de faire du sport pendant le confinement. Rappelez-vous, la dernière fois, on a tous pris du poids. À tout de suite sur Sud Radio.